Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? À côté au Nigeria, comme je le disais hier, on attendait les résultats des élections dans le pays le plus peuplé du continent. Il faut savoir que dimanche dernier avait eu lieu ce qu'on appelle des élections générales, c'est-à-dire plusieurs élections en même temps. Il s'agissait à la fois d'élire le président de la République, de la République fédérale du Nigeria, mais également élire les 36 gouverneurs des 36 États qui constituent cet État, également élire les 109 sénateurs et les 286 députés. Donc c'est quand même des élections qui sont particulièrement importantes, même si, évidemment, d'un point de vue médiatique et politique, l'élection présidentielle est celle qui attire, qui intéresse notamment le plus les médias. Et selon les résultats donc publiés par la Commission nationale électorale indépendante, le vainqueur de cette élection présidentielle de 2023 n'est autre que Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, qui est le candidat du parti au pouvoir, l'APC, donc le parti des congressistes, le parti des progressistes, pardon. Et donc, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, que tout le monde appelle de manière habituelle Bola Tinubu, était gouverneur de l'État d'Abuja et donc gouverneur de l'État de Lagos. Et donc, il va donc succéder au général Muhammadu Buhari, qui est arrivé au pouvoir en 2015. Alors, c'est un vieux briscard de la politique nigériane, il est âgé de 71 ans. Et Bola Tinubu donc, est venu en tête de cette élection avec 8,8 millions de voix. Il a ainsi dévancé ses principaux rivaux que sont Atiku Abubakar du PDP, donc le People's Democratic Party, donc le principal parti de l'opposition, qui a obtenu 6,9 millions de voix. Et celui qui est devenu un peu l'outsider de cette élection présidentielle, à savoir Peter Obi du Parti travailliste, le Labour Party, qui a obtenu 6,1 millions de voix selon donc, les compilations des suffrages publiées par la Commission nationale électorale. Jean-Paul, il a été élu par 8 millions de voix. Voilà, par 8 millions d'électeurs. 8 millions d'électeurs pour un pays qui a 213 millions d'habitants. Voilà, 213 millions d'habitants, ça veut aussi dire que, évidemment, ça n'a pas drainé. Quand on regarde la proportion du Nigeria, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu cette élection n'a pas été en masse. Si, les électeurs se sont déplacés de nombreux, mais seulement il y avait 26 candidats. Et donc, on ne peut pas les égrener tous les 26 candidats. Ah, d'accord. Mais il est clair que Bola Tinubu est venu en tête de ce parti, de cette élection présidentielle. Alors, il est déjà, comme je l'ai dit, c'est un vieux briscard de la politique. Même si, évidemment, Atiku Abubakar et Peter Obi, donc les deux candidats qui sont arrivés en deuxième et en troisième position déjà depuis 2 jours, avaient saisi la presse pour demander à la Commission nationale électorale de rejeter les résultats qu'elle s'apprêtait à publier en arguant qu'il y a eu des fraudes massives. Les fraudes ne se sont pas faites au moment du vote. Selon Atiku Abubakar et Peter Obi, les votes se sont bien déroulés et de manière globale, la plupart des observateurs, que ce soit ceux du Commonwealth ou de la CEDEAO, ont évidemment reconnu que les élections se sont bien déroulées. Donc, il n'y a pas eu d'incident. Il y a eu quelques incidents durant le jour du scrutin, mais ces incidents étaient particulièrement mineurs. Par contre, là où Atiku Abubakar et Peter Obi ne sont pas d'accord avec les résultats de la Commission nationale indépendante électorale, c'est justement sur les résultats qui sont proclamés par cette commission, parce qu'ils estiment qu'entre le moment où on a commencé à égrener, enfin à enregistrer ces résultats-là, et ceux qui sont publiés, ils considèrent que les résultats qu'ils sont publiés ne correspondent pas avec ce qu'eux, ils ont en retour de la part de leurs représentants sur le terrain. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils estiment qu'il y a une fraude à l'intérieur de la commission, dans le processus électoral, donc au niveau de la Commission nationale électorale indépendante. Et c'est la raison pour laquelle ils ont saisi la presse et ils ont demandé à ce que certainement la Cour suprême
invalide ces élections-là. Or, pour le moment, évidemment, ça va être l'objet d'âpres combats, je pense, judiciaires, notamment en matière de contentieux électoral. Mais ce qui est sûr, c'est que hier, enfin, disons aujourd'hui, très tôt, cette commission nationale électorale a donc déclaré Bola Tinubu vainqueur de cette élection présidentielle. Il devient donc le 5e président de la 4e République du Nigeria, après Olusegun Obasanjo, qui avait la 4e République, a commencé avec la chute de Sami Abacha en 1999. Et donc ensuite, il y a eu Olusegun Obasanjo, on a eu Umaru Yar'Adua, Goodluck Jonathan et Muhammadu Buhari. Umaru Yar'Adua. Oui, Umaru Yar'Adua. Et donc, Muhammadu Buhari, lui, il aura fait 2 mandats. Et donc, du point de vue constitutionnel, il ne peut plus succéder à cette élection. Et donc, il faut savoir que, comme je l'ai dit, Bola Tinubu était aussi le grand favori de cette élection parce qu'au cours de sa carrière, il est considéré comme un faiseur de roi. C'est notamment lui qui aurait permis à Goodluck Jonathan et à Muhammadu Buhari d'accéder à la magistrature suprême parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement influent et Lagos, c'est l'ancienne capitale politique du Nigeria. Et donc, quand on est gouverneur de Lagos, eh ben, on a évidemment une très très grande, ça veut dire qu'on a une grande influence sur le plan national. Alors, l'une des autres particularités si tu veux, de la nouvelle équipe gouvernementale qui va arriver au pouvoir, c'est que il faut savoir que Bola Tinubu a lui choisi pour justement comme vice-président un autre musulman comme lui qui s'appelle Kashim Shettima, qui est âgé de 55 ans, ce qui remet un peu en cause une loi non écrite qui était appliquée au Nigeria depuis 1999, c'est-à-dire depuis le retour de la démocratie constitutionnelle au Nigeria. Il faut savoir que le Nigeria, c'est un parti qui est constitué de 2 religions d'État. On a la religion musulmane qui est surtout pratiquée au nord du pays et au sud, on a évidemment le sud qui est animiste et chrétien. Et donc, la loi non écrite consistait à ce que lorsqu'on a une élection présidentielle, il faut associer à la fois un musulman et un chrétien. Donc, et en mettant une espèce de rotation. C'est-à-dire que si le candidat au poste de président est chrétien, son vice-président doit être musulman pour que, au terme de ces 2 mandats, si le musulman bien entendu, va briguer à la succession du président chrétien et s'il l'emporte, eh ben, lui, il devient président à son tour. Et s'il est candidat en tant que musulman, il doit avoir comme vice-président un candidat chrétien. Alors, c'était ce qui avait été fait régulièrement, aussi bien par Olusegun Obasanjo que par Umaru Yar'Adua ou encore Goodluck Jonathan et Muhammadu Buhari. Mais il semblerait que, évidemment, la donne est changée avec Bola Tinubu, qui a donc décidé de nommer comme vice-président un musulman comme lui qui s'appelle Kashim Shettima. Et donc, ça ne veut pas dire que ça remet en cause la qualité de l'homme ou bien de l'élection, mais ça met quand même un certain changement. Et je pense que, évidemment, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que Bola Tinubu, qui est de l'ethnie Yoruba, qui est l'une des principales ethnies du pays, s'est aussi appuyé, notamment à la fois sur sa base ethnique et sur, évidemment, la communauté musulmane qui est l'une des plus importantes du pays. Et il s'est aussi appuyé notamment en cela sur les voix de son vice-président parce que Kashim Shettima, lui, c'est l'ancien gouverneur de l'État de Kano, qui est l'un des plus grands États du Nigeria, qui est notamment un État situé au nord du pays. Alors, bien entendu, il faut savoir qu'en accédant ainsi à la magistrature suprême, les défis qui attendent Bola Tinubu sont immenses. Une crise sécuritaire, notamment avec la menace djihadiste de Boko Haram. On a une crise monétaire avec l'affaire des fameux nouveaux billets de Naira qui défraient la chronique dans tout le pays, puisque les gens ont eu du mal. La Banque centrale a, semble-t-il, d'énormes difficultés à produire ou à mettre en circulation ces nouveaux billets. Et donc, ça crée une espèce de désordre, puisque on a une pénurie de billets. On avait la valeur des billets en circulation dont la date a dû être prolongée pour permettre à ce qu'elles soient encore en circulation. Il y a une crise énergétique parce que le Nigeria, bien qu'étant le premier producteur continental d'or brut, de pétrole brut, eh ben, il a un gros problème en matière de raffinage puisqu'il n'y a que 4 raffineries sur l'ensemble du pays, ce qui est extrêmement peu. Et donc, le Nigeria importe énormément de carburant avec
tous les risques que cela comporte en termes de carburant trafiqué. On entend souvent des histoires en la matière où, évidemment, il y a une véritable mafia dans le trafic de carburant. Il y a aussi, évidemment, c'est un pays où, à la fois, on a de véritables exemples de richesse, notamment sur le plan industriel, comme Aliko Dangote, qui sont véritablement ces hommes d'affaires-là, ces self-made men, qui sont mis en avant régulièrement par le Nigeria, et qui fait que le Nigeria, d'un point de vue économique, c'est la première puissance économique du continent, peut s'appuyer sur ce réseau d'entrepreneurs locaux. Mais le Nigeria a aussi un gros problème, c'est qu'il y a un problème de redistribution des richesses, et il y a de plus en plus d'inégalités sociales, ou du moins le creuset entre les Nigérians les plus riches et ceux les plus pauvres ne cesse de s'agrandir. Et donc, ce sont ces défis-là qui attendent Bola Tinubu, bien entendu, après que la Cour suprême ait validé cette élection. Et donc, c'est clair que Bola Tinubu, qui est certes quelqu'un de très connu à l'intérieur du Nigeria, parce que c'est un vieux briscard, c'est quelqu'un qu'on appelait le faiseur de roi, je l'ai dit tout à l'heure, mais évidemment, ça va être différent lorsque l'on occupe maintenant le poste, parce que c'est vrai qu'il a aidé Goodluck Jonathan ou Muhammadu Buhari à accéder à cette haute fonction, mais le fait de l'occuper va totalement changer la donne. Est-ce qu'il sera en capacité de répondre à tous ces défis? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les arcanes du pouvoir au Nigeria, qui connaît parfaitement les arcanes politiques aussi, parce que c'est un ancien sénateur, un ancien, il va quitter ses fonctions de gouverneur de Lagos, donc c'est quelqu'un qui connaît également les rouages de la politique. Mais est-ce que cela suffira pour redresser le pays? Du moins, c'est ce que nous espérons, et on verra ce que la suite donnera après la proclamation définitive, enfin la validation des résultats par la Cour suprême, parce qu'évidemment, il y a encore une bataille judiciaire qui attend Bola Tinubu avant de véritablement accéder à cette fonction. Jean-Paul, ce matin démarre le One Forest Summit. Oui. C'est un sommet qui a très... Quand on écoute le nom, c'est qu'on va parler de forêt. Oui, on va parler de forêt, de climat. On va parler de forêt, de climat, mais attention, ce n'est pas une autre COP, comme celle de Sharm el-Sheikh ou bien comme celle de Glasgow. Non. En fait, c'est ce dont il sera sujet lors de ce One Forest Summit, c'est de mettre en place, c'est de voir comment, entre les pays du Nord et les pays du Sud, surtout les pays du Sud sont ceux dans lesquels on retrouve l'essentiel des bassins forestiers du monde aujourd'hui, que ce soit le bassin forestier de la forêt amazonienne ou celle du bassin forestier du Congo. Eh bien, il va s'agir ici de mettre en œuvre, sur la base des recommandations à la fois de la COP27, de celle de Glasgow et de celle de Sharm el-Sheikh, comment mettre en place maintenant, matérialiser toutes ces recommandations-là pour faire véritablement de la préservation des forêts une réalité. Ce qu'on attend sérieusement, c'est l'argent de la capture de carbone. Bon, c'est l'un des moyens de financement de la préservation de l'environnement. Les pays attendent ça, les pays du bassin Congo attendent ça. Ils attendent ça, mais ils ont c'est justement de ça pour accélérer leur développement. Exactement, le One Forest Summit va justement se pencher sur la matérialisation de ce mécanisme de financement à travers les crédits carbone là. Voilà, les crédits carbone. Mais la mise en place de ce système ne se fait pas en vase clos. Ça se fait de façon à ce que, à la fois, les pays du Nord évidemment, mettre les financements, mais sache comment ces financements-là seront utilisés par les pays du Sud. Et les pays du Sud vont mettre en œuvre les mécanismes qui vont leur permettre à la fois de capter ces financements-là et de pouvoir les utiliser sur le terrain en répondant aux missions pour lesquelles ces financements-là ont été mis en place. Donc, c'est un peu l'objet de ce One Forest Summit et c'est la raison pour laquelle le président... Donc, à la sortie de ce sommet, on va s'attendre à des résolutions concrètes. Évidemment. Et ce qui est très important, c'est que ça remet encore en perspective le fait que le Gabon, de manière inéluctable, joue maintenant un premier plan, aussi bien dans la région en matière de préservation de forêts. Il faut savoir que nous avons 88% de notre territoire qui est composé de forêts. Et sur ces 88%, plus de 70% sont préservés dans 11 parcs nationaux. Donc c'est le pays au monde quand on regarde la superficie nationale, c'est le pays au monde qui a le plus grand espace d'air protégé. Donc, et le président Ali Bongo est régulièrement
appelé sur la scène internationale pour son expertise, pour son expérience et pour essayer de guider les autres pays africains sur cette voie de la préservation de nos forêts-là. Et donc, l'organisation de ce One Forest Summit met bien en avant la place privilégiée, ou là, si tu veux, le plébiscite en fait que la communauté internationale fait du Gabon, auprès du Gabon, pour que le Gabon reste un fer de lance dans le domaine de la préservation de nos forêts par le biais de l'organisation de ce type de conférence-là. Merci Jean-Paul est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.